La plupart des boîtes, en fait, vont scaler en prenant des talents à l'étranger et dans le pays concerné. Nous, on a fait l'inverse. On a plutôt fait venir les talents internationaux en France. Et donc, je pense que cette stratégie, elle a été payante puisque finalement, il y a eu un alignement sur la stratégie. Il y a eu aussi une centralisation de la stratégie et aussi une optimisation des ressources. Et donc, quand il y a un alignement comme ça, un produit unique et surtout, pour finir, le dernier point, c'est le momentum. Une application qui sortirait aujourd'hui n'aurait pas du tout le même impact qu'en 2014. C'est important d'avoir le bon produit, mais c'est important aussi d'avoir le bon produit au bon moment. Et je pense que Appen était là au bon moment quand les utilisateurs avaient envie d'une expérience de rencontre beaucoup plus simplifiée. C'est quand même une application qui a disrupté le monde du dating assez poussiéreux, qui était très dans le web, avec des formulaires à rallonge. Voilà, c'est les petits ingrédients qui ont fait le succès d'Appen. Des talents, cette capacité à attirer des talents internationaux in-house, un bon produit et le momentum. Karima Ben Abdelmalek, vous êtes la présidente et directrice générale de l'entreprise Appen, une application mobile utilisée par plus de 142 millions de personnes partout dans le monde. L'entreprise lancée en France en 2014 a connu une croissance excessivement rapide pour maintenant être utilisée dans une quarantaine de pays. Karima, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Et Karima, avant de passer et de plutôt discuter de la belle histoire de croissance de l'organisation que tu diriges, est-ce que ça serait possible pour toi de bien expliquer à notre audience qui peut-être ne connaîtrait pas votre application, qu'est-ce que Appen et qu'est-ce qui vous différencie également dans cet univers d'application? Oui, bien sûr. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'applications sur le marché. Ça, je pense que je vous apprends rien. Et donc, ce qui fait qu'Appen a eu beaucoup de succès, c'est son concept unique, basé sur la géolocalisation. Donc, sur Appen, vous pouvez retrouver toutes les personnes que vous avez croisées dans la vraie vie, donc vraiment dans votre quotidien, dans votre environnement, vos habitudes. Donc, que vous partagez les mêmes bars, les mêmes restaurants, le même trajet pour aller au boulot, votre quartier où vous habitez, le quartier où vous travaillez. En fait, nous, on est là vraiment pour vous offrir une super belle expérience de rencontre à proximité, locale, accessible. C'est pour ça qu'on dit qu'Appen, c'est vraiment une application qui est très ancrée dans la vraie vie. Tout simplement parce que la réalité d'Appen, c'est que tout commence dans la vraie vie. C'est vraiment une personne que tu as rencontrée dans ta journée. Et notre objectif, c'est que grâce à la technologie, on va accélérer cette rencontre ou alors on va te donner une seconde opportunité puisque c'est peut-être une personne que tu as rencontrée mais que tu n'as pas eu l'opportunité d'aborder. Et nous, notre objectif, c'est à travers la technologie, d'accélérer cette rencontre. Donc, tu vas passer par l'application et on va utiliser la technologie, mais in fine, on va tout faire pour que tu rencontres cette personne en vrai, dans la vraie vie, dans un bar, un lieu, à travers les différents spots qui sont dans l'application. Donc, vous verrez que dans Appen, il y a les bars, les restaurants, les lieux culturels, les lieux sportifs, les parcs. Donc, tous ces lieux indispensables aujourd'hui pour faire des rencontres. C'est là où il y a du lien social. Et donc, voilà, cet aspect unique, ce concept unique, ça fait depuis 2014, effectivement. Et il est d'autant plus d'actualité puisque notre concept aujourd'hui est assez plébiscité dans un monde où les gens ont du mal à se parler, où les gens sont beaucoup derrière leurs écrans. Nous, on les incite à sortir de ce contexte-là, à faire l'effort de sortir dehors et de rencontrer des vrais gens. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'applications, mais je pense que ce qui a fait le succès d'Appen, c'est justement un concept au plus proche des besoins des utilisateurs, parce que c'est ce qu'ils veulent. Je pense qu'une expérience en ligne, c'est très sympa et c'est une expérience qui facilite la rencontre. Mais à la fin, les gens veulent vraiment aller boire un verre, aller au resto, Bien sûr. voir un sourire, un regard. Voilà, donc ça, c'est important et ça reste notre leitmotiv de tous les jours. Et une application qui, sans faire de mauvais jeu de mots, a séduit plus de 140 millions de personnes dans le monde. C'est assez impressionnant. Mais Karima, j'aimerais parler un petit peu de ton parcours avant qu'on regarde l'évolution de Appen. En faisant mes recherches, je pense que tu as étudié en droit. Tu as commencé ta carrière, tu as fait un peu de travail dans les cabinets d'avocats, mais très rapidement, tu t'es retrouvé dans des organisations technologiques, Microsoft, Dailymotion, maintenant Appen, tu es présidente directrice générale depuis quelques années maintenant.
Je serais curieux de t'entendre ici. Est-ce que c'était clair pour toi pendant tes études que finalement ta carrière allait pas être dans les cabinets, mais davantage dans les startups technologiques? Ah non, mais pas du tout. Bah, alors d'ailleurs, même je savais même pas que j'allais faire du droit, hein, pour te dire. En fait, je suis un peu revenue aux premiers amours parce qu'à l'origine, en fait, moi, j'ai un diplôme de gestion d'entreprise et administration. Et donc j'ai fait ce parcours-là parce qu'en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, j'avais fait un bac économique et social. J'avais pas forcément une idée en tête précise, mais quand j'ai fait justement ce diplôme en gestion d'entreprise, ben il y avait du droit des affaires. Et c'est là que j'ai eu mon premier crush avec le droit. Et j'ai adoré faire du droit, j'ai adoré pratiquer le droit. Et ben depuis, j'ai pas quitté cette matière-là. Et pour te dire comment j'ai atterri dans la tech, en fait, à l'origine, je voulais faire du pénal. Pour te dire, j'ai un diplôme en sciences criminelles. J'ai un diplôme aussi en droit pénal des affaires, pour te dire à l'origine. Et j'ai très vite changé d'avis parce que j'ai eu une expérience en cabinet d'avocat pénaliste. Et voilà, j'ai trouvé que ça me correspondait pas forcément. C'est pas vraiment ce qui allait chercher le meilleur de moi-même. Donc écoute, j'ai été très attirée par les technologies. À l'époque, vraiment, on parlait vraiment des premiers masters en droit des technologies et de la communication. Donc, j'ai fait partie de cette promo-là qui abordait la régulation, des liens hypertextes, des blogs, des sites internet. Tout ça, ça n'existait pas, hein. Aujourd'hui, ça paraît très banal. Mais à l'époque, on était vraiment à la jeunesse du droit des technologies. C'était vraiment, enfin, je me dis, si on peut ça nous paraît loin maintenant, hein, mais tout ça, c'est de la construction juridique et de régulation qui date d'il y a un moment maintenant. Et ben là, je me suis pas prise de passion pour cette matière. Et en plus, à Mmh. l'époque, c'était super intéressant parce qu'on était vraiment dans un contexte de régulation où il n'y avait pas de cadre juridique très clair pour tout ce qui était autour des sites internet, des plateformes en ligne, etc. Donc, c'était l'époque de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Donc, c'était Différent vraiment aujourd'hui, hein? voilà, en 2004. Donc, ça date maintenant. Mais en tout cas, c'était l'époque où bah, tout le cadre juridique a été construit pour favoriser l'innovation et permettre une régulation de ce secteur-là. Et donc moi, j'ai toujours été dans les plateformes en ligne en fait, que je suis passée effectivement en cabinet d'avocat d'abord. Et ça m'a apporté beaucoup de choses parce que le cabinet d'avocat, ça vous apporte un service client, une excellence vis-à-vis du client qui est juste de très haut niveau. Hein, faut dire les choses. Il y a un côté où on vous apprend aussi à travailler sur plusieurs sujets en même temps, donc ça vous forme à être pluridisciplinaire, hein, le cabinet d'avocat. Et ensuite, donc j'ai rejoint des boîtes tech comme Microsoft ou Dailymotion et aujourd'hui Appen parce que alors ces boîtes-là, Microsoft c'est une grosse structure, mais en même temps je travaillais pour MSN à l'époque qui était la messagerie instantanée. Donc à l'époque on était déjà, bah, c'était le moteur de recherche aussi de l'époque de Microsoft. Et donc, on avait toutes ces problématiques autour des liens commerciaux, donc qui, pareil, hein, qui venaient de se lancer, et de tout ce qui était autour des partages de vidéos, de contenus. En fait, c'était l'époque UGC qu'on appelle User Generated Content, où bah, il fallait réguler justement l'implication, la création de contenu par les utilisateurs sur les plateformes, parce qu'il faut dire que ils ont un peu disrupté un peu tous ces modèles en apportant aussi de la valeur ajoutée. Et donc voilà, c'était passionnant. Et donc la grosse boîte, c'est intéressant parce qu'elle vous permet de structurer votre pensée, elle vous apprend les process, donc c'est très cadré. Et ça, c'est très important. Et puis en même temps, avoir une start-up comme MSN, parce que MSN, c'était un peu la start-up dans la grosse boîte. Dailymotion, ça venait de se lancer, donc c'est des entreprises qui sont dans une phase de création de valeur. Et moi, j'adore ça. Depuis toujours, j'ai toujours aimé être dans les plateformes en ligne. Et je trouve que c'est un secteur aussi qui est super intéressant parce que il vous met vraiment la tech au service de l'humain. Et donc, dès qu'on est dans la relation entre deux utilisateurs, où on est dans la création de valeur entre les utilisateurs, et voilà un petit peu ce qui m'a amené ici. Donc, un parcours qui n'était pas écrit d'avance, hein, d'ailleurs. Un parcours, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'opportunité. C'est aussi des opportunités de vie. Donc voilà, il faut les saisir et avancer. Donc rien n'était écrit à l'avance. Et finalement, en 2017, tu fais ton arrivée chez Appen. Comment tout ça s'est mis en place? Est-ce qu'ils sont venus te chercher? Est-ce que c'est toi finalement
qui a senti l'opportunité, qui avait un poste ouvert dans l'organisation. Comment cette entrée dans l'entreprise s'est faite? Alors, à l'époque, donc on était en 2017, c'était l'époque où, je sais pas si vous connaissez ce domaine-là, mais c'était l'époque où le texte européen sur la régulation de la protection des données personnelles allait sortir. Donc, toutes les entreprises, toutes les plateformes se sont mobilisées pour se mettre en conformité avec ce texte qui n'a pas que influencé l'Europe, hein, il a influencé le monde entier puisque ça concernait finalement quasiment toutes les boîtes tech qui collectent massivement des données personnelles. Et donc il y avait un gros enjeu, en tout cas pour Apple, de se mettre en conformité et pour respecter la vie privée des utilisateurs et protéger et sécuriser les données des utilisateurs. Donc il y a vraiment tout un processus à mettre en place, des process de compliance autour de ce texte-là. Donc il y avait vraiment un besoin justement de renforcer la sécurité et la compliance sur les protections des données. Et moi, c'était ma spécialité puisque venant de la tech, c'était un peu ma force et ma valeur ajoutée. Donc je suis rentrée quand même chez Appen en tant que directrice juridique, hein. Donc j'ai quand même effectivement d'abord commencé par la compliance. J'ai ensuite évolué sur un poste un peu plus général de secrétaire général parce qu'à cette époque-là aussi, on est dans la phase d'Appen où il y a eu une grosse phase d'hypercroissance où fallait justement être plutôt dans la preuve que le produit fonctionne, dans la preuve qu'on est capable d'atteindre une masse critique pour ensuite arriver dans la phase des entreprises où il faut un peu se structurer et atteindre la rentabilité. Et moi, je suis arrivée dans l'époque d'Appen où il fallait se structurer et atteindre la rentabilité. Et donc, je suis venue, moi, pour aider l'équipe à atteindre ces objectifs-là. Et les choses ont été assez rapides. Directrice juridique, tu nous le mentionnes, en 2017. Et je pense que c'est en 2021 que tu prends la présidence de l'entreprise. Comment tout ça s'est mis en place? Est-ce que les fondateurs, les gens qui étaient en place à la base te l'ont dit qu'ultimement, peut-être, il y aurait un poste qui s'ouvrirait? Est-ce que c'est toi qui as vu l'opportunité? On a reçu beaucoup de gens sur le podcast qui nous ont souvent donné des histoires différentes. Des fois, c'était écrit en avance, plusieurs années même avant la nomination. Des fois, ça a été une question d'opportunité de quelques semaines seulement. De ton côté, comment finalement tu es devenue présidente de l'entreprise? Alors, moi, j'ai été pendant quelques années secrétaire générale, donc j'avais déjà un rôle assez transverse lié à la gouvernance de l'entreprise. J'étais aussi bras droit du CEO, donc j'ai aussi appris à côté de l'ancien CEO. Et j'avoue que moi, ma personnalité, elle est bon, je suis assez dynamique, faut dire la vérité. Mais c'est surtout que j'aime beaucoup ça. Non, en fait, je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort, de se mettre en Bien zone de sûr. risque, d'aller toujours chercher au-delà de ce qu'on sait faire et de ce qu'on doit faire. Donc moi, je pars toujours du principe qu'on crée son poste et que chacun doit créer son poste. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc je suis arrivée, c'est sûr que dans une start-up, il n'y a pas tous les rôles qui sont en place et il y avait vraiment des besoins de structurer les choses et les process, de mettre en place des process, d'accompagner aussi les collaborateurs dans une autre phase de l'entreprise, d'un nouveau cycle. On sait qu'une start-up, elle a des cycles et donc il faut à chaque fois s'adapter et ajuster. Et donc moi, je pense que j'ai aussi créé mon poste et que j'ai été bras droit du CEO et que j'ai adoré cette étape aussi d'être quelque part numéro 2, on va dire. Et c'était ouais, on apprend plein de choses et en fait, on est plutôt dans le volet stratégique, opérationnel, gouvernance. Alors du coup, il y a eu une opportunité quand il y a eu un changement de gouvernance. Une opportunité que j'ai saisie. Je pense que quelques années avant, je l'aurais pas saisie. J'étais pas prête. J'aurais pas eu peut-être le courage. Vous savez, nous, on dit les femmes, on a du mal à oser, on a du mal à passer le cap. Et je pense que quelques années avant, j'étais pas forcément prête à ça et j'étais très bien dans mon rôle de secrétaire générale, très épanouie. Mais quand c'est arrivé, j'ai saisi l'opportunité et je me suis dit pourquoi pas si j'ai réussi à être numéro 2, je ferai exactement très bien les choses en tant que numéro 1. Voilà, donc j'ai pris mon courage de femme et voilà, je me suis positionnée. C'est tout à ton honneur, Karima, et je pense que c'est assez exceptionnel tout cela, de voir l'évolution rapide. Puis c'est là que j'aimerais essayer de décortiquer un peu, parce que souvent, on va prendre une présidente, un président dans une entreprise selon où est rendu littéralement l'entreprise. Des fois, on peut être dans un cycle où est-ce qu'on a davantage besoin d'innovation. On peut être dans un cycle où est-ce qu'on a davantage besoin
de structuration. Quand le rôle est venu à être changé, à littéralement ce que tu deviennes présidente, comment qu'on t'a exposé, et pardonne-moi l'anglicisme ici, le business case? Quels étaient les enjeux, les défis qui amenaient l'administration à se dire, c'est carrément qu'on a besoin pour ce rôle-là? C'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre le plus justement possible. En fait, je pense qu'à ce moment-là, où moi j'ai pris la présidence, je pense qu'on avait plus besoin de regagner la confiance de nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on est arrivé, moi je suis arrivée dans une période post-Covid où on a vécu déjà une première pandémie qui a affecté l'activité, disons sur une bonne partie, on va dire, de certains pays où on a dû justement se réinventer, s'adapter. On a dû développer par exemple la vidéo en très peu de temps pour que les gens continuent de faire des rencontres en ligne. Il y avait une nécessité de résilience et d'adaptation très forte à ce moment-là. Donc je pense que l'enjeu du moment, c'était plutôt de renouer avec nos utilisateurs, de renouer avec la confiance de nos utilisateurs dans les applications de rencontres. Et puis surtout, moi, ce qui compte, c'était l'équipe qui était en place et qui l'a encore a beaucoup aidé à continuer l'activité et à redresser la barre post-Covid, où on avait besoin justement de convaincre les utilisateurs d'utiliser des apps de rencontre, de continuer à avoir confiance en eux, de renouer aussi avec la rencontre dans la vraie vie. Il y a eu beaucoup d'enjeux, je pense que beaucoup d'entreprises ont eu cet enjeu post-Covid, mais que les applications de rencontre ont finalement été très résilientes dans cette étape-là. Et donc l'enjeu, c'était plutôt ça, de renouer avec la croissance post-Covid et de renforcer le lien de confiance avec nos utilisateurs et le lien de confiance, nous aussi, dans l'équipe. Et ça m'ouvre la porte ici à un point assez intéressant sur l'évolution de la stratégie de croissance. Tu l'as mentionné au départ, vous avez eu des défis d'hypercroissance, vous atteignez les 100 millions d'utilisateurs, plus de 140 millions aujourd'hui, c'est totalement exceptionnel. Et tu me disais dans une rencontre il y a quelques semaines de ça, Karima, que finalement, on arrive maintenant davantage à un défi de positionnement de la marque. À quel moment qu'on se rend compte qu'on est rendu dans un changement, qu'on doit faire évoluer un petit peu notre stratégie? Quels sont les éléments qui nous poussent à croire qu'on doit changer, qu'on doit évoluer notre stratégie? Et en sous-question, j'aimerais savoir comment vous abordez ce défi-là. Qu'est-ce que vous transformer dans vos opérations au quotidien pour faire évoluer, pour faire positionner la marque encore plus avec l'utilisateur? Alors oui, effectivement, c'est vrai que je dirais que le challenge au départ, c'était vraiment d'aller chercher de l'hypercroissance parce que dans les applications de rencontre, faut savoir qu'il y a une masse critique qu'il faut atteindre pour que ça fonctionne. Donc il faut vraiment un gros volume d'utilisateurs et cette masse critique, c'était vraiment l'enjeu du tout début d'Appen. Et c'est ce qui a fait que très vite, on a lancé beaucoup de pays en France, puis en Europe, puis à l'international. Aujourd'hui, on est très présent en Europe, mais aussi en Amérique latine, donc au Brésil, en Argentine, en Uruguay. On est aussi présent dans les pays émergents comme l'Inde, la Turquie. Et donc, c'est vraiment, je dirais, la recherche de la masse critique. On a une équipe ici qui est très forte pour convaincre les utilisateurs grâce à notre concept et à la marque, de ce qu'elle inspire, aussi pour attirer beaucoup d'utilisateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un Français sur 4 qui utilise une application de rencontre pour trouver l'amour. Il faut savoir que ce chiffre-là, il évolue de plus en plus. Aujourd'hui, ça devient le moyen principal pour faire une rencontre. Donc, il faut avoir quand même cette capacité justement à pouvoir attirer des utilisateurs à travers le monde avec des spécificités, des cultures différentes. Et ça, c'était vraiment l'enjeu de départ d'Appen. Aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il y a un enjeu qui est plus autour de la préférence de marque? Parce que je pense que au tout début, il n'y avait pas une concurrence comme il y avait aujourd'hui. Faut savoir qu'au début, Appen faisait partie aussi des applications de rencontre globales. Il y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'applications. Il y a une application pour tous les goûts, pour tous les types de rencontres, tous les âges. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est plus autour de la préférence de marque, c'est-à-dire de qu'est-ce que la marque va vous inspirer.
en termes de valeurs. Donc, chez Appen, on promeut beaucoup l'optimisme parce que pour faire une rencontre, il faut déjà avoir un état d'esprit positif, il faut avoir envie. On promeut aussi l'audace parce que c'est pas en restant sur son canapé que vous allez faire une rencontre. Il faut aussi faire l'effort, il faut aussi sortir, il faut être en mouvement. Donc, nous, on part du principe que si vous faites l'effort déjà de sortir de votre canapé et que vous sortez dehors, vous allez forcément faire une rencontre. On a aussi la confiance et la sécurité qui sont aussi très importants dans le secteur du dating aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une femme sur deux est victime soit de body shaming. Body shaming, ce sont les remarques déplacées sur le physique et l'aspect physique des gens, des femmes, mais aussi sur le harcèlement. Donc, il y a aussi des enjeux qu'il faut qu'on adresse. On y travaille beaucoup et donc tout ça fait que on n'est plus du tout sur la phase où on doit convaincre les utilisateurs qu'il faut utiliser une application de rencontre pour faire des rencontres. Puis ça, c'est déjà acquis, c'est banalisé aujourd'hui. Tout le monde a probablement utilisé une application de rencontre pour faire une rencontre. Mais par contre, une marque qui vous inspire la confiance, une marque qui vous permet de faire une vraie rencontre, parce qu'il y a aussi un enjeu autour de l'efficacité des applications de rencontre. Tout le monde n'est pas satisfait. Il y en a qui vont venir sur une application de rencontre pour travailler l'ego boost, pour séduire en ligne. Ça fait partie du processus de la rencontre, de séduire, d'être dans la séduction. Et ensuite, il y en a à la fin qui veulent vraiment faire une rencontre. Donc notre but ultime, il est là pour nous, c'est notre mission, c'est de casser les barrières à la rencontre dans la vraie vie, de créer ce pont entre l'univers de la vraie vie et le digital. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu d'aujourd'hui, il est là. Il y a beaucoup d'applications, il y en a pour tous les goûts, mais c'est vraiment celle qui va vous inspirer confiance, celle dans laquelle vous vous sentez bien, celle qui est efficace aussi. C'est pour ça que nous, notre positionnement, il est autour de la rencontre locale. Parce qu'en fait, nous, on croit beaucoup que la plupart des plus belles rencontres que vous faites, c'est celles qui sont pas très loin de vous, c'est celles que vous avez manquées. C'est la personne que vous avez croisée, que vous n'avez pas osé aborder. C'est un peu, c'est le destin un peu provoqué par la technologie. Et donc, c'est pour ça que nous, notre positionnement, il est il est très fort, en fait, parce que finalement, il est le reflet de ce que vous vivez au quotidien. C'est juste qu'on vous donne un petit coup de pouce. Et corrige-moi si je me trompe ici, Karima, mais en t'écoutant parler, j'ai vraiment l'impression qu'en 2024, comme tu le dis, ça a été démocratisé. Les gens utilisent les applications de rencontre. On n'a plus besoin d'éduquer la clientèle là-dessus, mais sachant qu'il y a une abondance, que beaucoup d'applications, qu'il y a énormément d'options sur le marché, est-ce que je me trompe en disant que la seule manière de croître vraiment en 2024 va être orientée au niveau de la qualité du produit qu'on va offrir? Parce que le client cible, au final, sait que si c'est pas avec l'application A, il pourra utiliser l'application B. Oui, alors t'as pas tort, c'est vrai parce que aujourd'hui, quand tu as une multitude d'applications et beaucoup de choix, voire trop de choix, tu vas rester sur l'application qui fonctionne le mieux, qui est le plus efficace. Pas forcément l'application qui te donne le plus de volume de profil, parce que c'est pas parce que tu as un volume de profil très important que pour autant tu vas rencontrer la bonne personne. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la qualité de la rencontre. C'est l'authenticité de la personne qui est en face de toi. C'est le temps que tu vas prendre pour rencontrer cette personne, apprendre à la connaître, que ce soit à travers la messagerie ou que ce soit autour d'un café. C'est le temps que tu vas prendre pour faire connaissance avec cette personne et approfondir la relation et pas être dans une relation superficielle juste en ligne et finalement sans saveur. Donc aujourd'hui, les utilisateurs, les célibataires sont exigeants, ils ont raison, ils sont de plus en plus exigeants et ce qui fait que nous aussi, on devient de plus en plus exigeants avec notre produit et la qualité de service qu'on veut donner aux célibataires. Et c'est le sens de l'histoire et c'est normal puisqu'on est vraiment dans un service où on parle quand même de relations intimes, on parle de relations sociales, on parle d'humain. Donc, dès lors qu'on commence à rentrer dans de l'humain, oui, on a un niveau d'excellence et de qualité de produit à atteindre. Ça, c'est certain. Et après, il y a aussi, moi, j'y tiens beaucoup. Je pense que les utilisateurs et les célibataires aujourd'hui, ils ont envie d'un service qui leur facilite la vie, qui soit efficace et accessible. Donc là, on a vraiment des enjeux autour de l'accès aussi à la rencontre. Et donc, je pense que vraiment le fait de proposer des rencontres autour de toi, des personnes que tu croises vraiment et qui sont accessibles, permet justement de créer ce lien dans la vraie vie et pas uniquement 100% digital. Et parlant d'exigence de produits, de standards, de qualité,
que vous voulez offrir aux utilisateurs d'Appen. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu peut-être de vous en termes de nouvelles choses qu'on peut voir dans l'application? Quelles sont les améliorations peut-être que vous regardez au quotidien qui pourraient aider votre utilisateur à peut-être trouver l'amour encore plus vite ou de manière encore plus intéressante? Oui, bien sûr. Bah, alors on a beaucoup de sujets, mais je peux peut-être parler de Crush Point, qui est vraiment la grosse fonctionnalité qu'on a lancée il y a quelques mois en arrière. C'est vraiment très récent et on est encore en train d'améliorer cette fonctionnalité qui s'appelle Crush Point, qui concerne tous les lieux en fait, qui te permet de faire des rencontres dans la vraie vie. Donc j'ai parlé de bars, de restaurants, de lieux culturels, de parcs, de salles de gym. En fait, tous ces lieux finalement où les gens se rencontrent, se parlent. Et donc ça, on l'a intégré dans l'application l'année dernière, très récemment. On va continuer encore à améliorer ce service-là. Et pourquoi est-ce qu'il était important? Parce qu'aujourd'hui, on part du principe que les lieux disent beaucoup de choses sur toi. Et donc, au lieu de demander aux utilisateurs de se décrire et de donner beaucoup d'informations sur eux, on est parti du principe que un lieu, quand tu le fréquentes, c'est parce que tu aimes soit la nourriture qui est servie, soit la musique, soit l'ambiance, soit l'atmosphère. En fait, il y a quelque chose qui te plaît et forcément, ça crée un point commun avec toutes les personnes qui vont dans ce lieu. Et donc, c'est déjà le début d'une histoire. C'est déjà un point commun que tu as avec ton futur crush. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est pas uniquement te proposer les personnes que tu as croisées dans ta vraie vie, c'est aussi rencontrer des gens qui ont des points communs avec toi en fonction des lieux que tu fréquentes et que tu aimes. Et donc ça, c'est vraiment une feature, une fonctionnalité qui est très importante parce que finalement, elle est d'abord assez unique. On est aujourd'hui, je pense, les plus légitimes sur le marché à proposer ce type de fonctionnalité. Et ensuite, pour moi, elle a beaucoup de sens aussi parce que quelque part, tous ces lieux, finalement, c'est des lieux où, dans la vraie vie, les gens se rencontrent, que ce soit en soirée, que ce soit dans une salle de gym, que ce soit au resto ou dans un bar. Finalement, c'est là où les gens se rencontrent dans la vraie vie. Et donc, il fallait créer ce lien avec nos utilisateurs et les lieux qui sont des vecteurs de lien social. Et il y en a une autre feature aussi qu'on a sortie, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Ready to Date. Ready to Date, parce que, pour vous dire, en fait, aujourd'hui, quand vous êtes en relation avec votre crush en ligne, et que vous devez entamer une conversation, c'est toujours très difficile de savoir si l'autre est prêt à aller boire un verre ou aller faire une balade dans un parc. On n'ose pas vraiment en fait demander et on voulait aussi lever, on va dire cet aspect qui peut être un peu un frein à la rencontre. C'est vraiment plutôt permettre à Appen en tant que tiers de confiance de déclencher plutôt cet événement qui consiste à demander aux deux parties, au crush, est-ce que vous êtes prêts à faire une rencontre en vrai et à vous rencontrer, de manière à neutraliser un peu justement cet aspect-là. Et donc on est très content de l'avoir fait. Ça s'appelle Ready to Date et c'est déclenché dès que vous avez une conversation avec votre crush. Appen va vous demander est-ce que vous êtes prêt à dater avec cette personne. Si vous dites oui, ça reste secret parce qu'on attend qu'il y ait une réciprocité. Et donc, on va attendre que ton crush, en retour, dise qu'il est ready to date. Et de cette manière-là, c'est plutôt Appen qui vous dit, vous êtes tous les deux prêts à dater. Et là, c'est à vous d'aller boire un verre ou d'aller vous rencontrer dans la vraie vie. Et moi, j'aime beaucoup cette feature parce que justement, elle lève un frein qui est un frein à la timidité ou des fois aussi au ghosting. Faut dire aussi les choses. Donc voilà. Donc c'est deux features très importantes qui viennent un peu adresser les problématiques des célibataires. Donc voilà. Donc on est à l'écoute des célibataires et on essaie de faire évoluer le produit en fonction de leurs besoins et des tendances. Fascinant, très fascinant. Karima, on peut pas passer à côté de votre croissance qui est totalement fulgurante. 140 millions d'utilisateurs, il y a très peu d'organisations dans le monde qui vont être capables d'atteindre cette masse critique. Beaucoup de gens qui sont venus sur le podcast nous l'ont dit, bâtir des produits pour le consommateur est 5 à 10 fois plus difficile des fois que de bâtir des produits pour des entreprises parce qu'il faut aller chercher cette fameuse masse critique qui est donc difficile à aller atteindre. On doit trouver des techniques de distribution qui créent de la viralité, qui finalement fait en sorte qu'on est connu à un maximum de gens d'affaires possible. Au meilleur de tes connaissances, parce que bien entendu, je sais que tu es arrivé dans l'organisation en 2017, donc toute cette phase de croissance avait commencé plus tôt. Mais au meilleur de tes connaissances et de ce qui a été discuté à l'intérieur de l'organisation, qu'est-ce qui a fait que Appen est allé chercher autant d'utilisateurs autant vite? Quelles ont été les techniques de distribution qui ont permis cette expansion de manière
aussi rapide? Bien sûr, je peux en parler. D'abord, enfin, pour moi, hein, la base de tout, c'est quand même l'équipe, hein. On a quand même des gens en interne qui sont très forts hein, pour faire ça. Je pense que déjà, avant tout, pour faire ça, il faut avoir les bonnes personnes et la bonne expertise. Ensuite, il faut avoir évidemment le bon produit. Je pense que le succès d'Appen, ce concept unique, a fait aussi la viralité et le bouche à oreille qui est nécessaire pour scaler. Après, la particularité aussi d'Appen, c'est qu'on a su aussi attirer des talents internationaux à Paris, c'est-à-dire qu'au lieu de scaler dans le sens inverse, la plupart des boîtes en fait vont scaler en prenant des talents à l'étranger et dans le pays concerné. Nous, on a fait l'inverse. On a plutôt fait venir les talents internationaux en France. Et donc, je pense que cette stratégie, elle a été payante puisque finalement, il y a eu un alignement sur la stratégie, il y a eu aussi une centralisation de la stratégie et aussi une optimisation des ressources. Et donc, quand il y a un alignement comme ça, un produit unique et surtout, pour finir, le dernier point, c'est le momentum. Hein. Faut quand même peut-être que une application qui sortirait aujourd'hui n'aurait pas du tout le même impact que en 2014. C'est important d'avoir le bon produit, mais c'est important aussi d'avoir le bon produit au bon moment. Et je pense que Appen était là au bon moment quand les utilisateurs avaient envie d'une expérience de rencontre beaucoup plus simplifiée. C'est quand même une application qui a disrupté le monde du dating assez poussiéreux, qui était très dans le web avec des formulaires à rallonge. Donc, ce concept qui était un concept très innovant et disrupteur dans le marché du dating, c'était le bon moment aussi. Voilà, c'est les petits ingrédients qui ont fait le succès d'Appen. Des talents, cette capacité à attirer des talents internationaux in-house, un bon produit et le momentum. Et là, votre dynamique ressources humaines aujourd'hui, c'est la même? Donc, c'est-à-dire que les gens viennent à Paris ou vous avez peut-être des gens dans différents hubs, différents pays partout dans le monde? Oui, alors on a toujours des gens à Paris et maintenant on s'appuie sur des gens aussi en local puisqu'en fait il faut comprendre aussi la culture, les pratiques de dating dans le pays. Donc on s'appuie aussi sur des personnes qui sont basées en local. Mais on va dire que la stratégie, elle est pilotée depuis Paris. Et après, le marketing, il est beaucoup plus local, au plus proche des utilisateurs. Mais c'est pas facile, hein. Faut dire que c'est assez rare de voir ça. Je pense aujourd'hui une entreprise européenne qui a été capable de scaler dans le dating comme ça à l'international avec une application globale qui répond finalement aux besoins des utilisateurs à travers le monde. Je pense que ça reste quand même un cas très rare et assez exceptionnel. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Par exemple, je vous donne juste un exemple. En Inde, ça marche jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je pense que si je vous donne le cas de l'Inde, puisque c'est un pays aussi dans lequel on est très présent, on a aussi on peut avoir du mal, par exemple, à comprendre la culture locale si on n'est pas sur place. On peut avoir du mal à moins bien cerner les besoins de nos utilisateurs en Inde, les traditions, les religions. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi peut-être qu'on manque quand on est dans une stratégie comme la nôtre. Et donc voilà, il faut essayer d'y répondre au mieux. Donc c'est pas, je dirais pas que c'est facile puisque comme je vous le dis là, le cas de l'Inde c'est aussi un cas difficile parce que on a aussi des nouvelles générations qui ont envie de casser cette rencontre très privative et familiale qui existe dans la tradition en Inde, où c'est beaucoup la famille qui va vous aider à trouver votre partenaire, qui va se porter garant et caution. On a aussi une nouvelle génération qui a plus envie de ça, qui a envie aussi de faire ses propres rencontres et d'être plutôt dans du modern love que du love traditionnel. Et donc c'est pas toujours évident quand on est on pilote depuis la France, mais sinon je pense que en dehors de ces cas spécifiques, je pense que le succès d'Appen, c'est la recette, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les quatre points. Fantastique. Et dis-moi, Karima, ton rôle a dû évoluer. Tu nous l'as dit, tu étais en charge du volet juridique à la base, présidente de l'entreprise aujourd'hui. Où ton temps va globalement? Parce que tu vois, on a beaucoup de gens qui viennent sur le podcast et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu peux avoir des présidents qui sont davantage dans le volet marketing, dans le volet innovation, dans le volet structure, opération. Où ton temps globalement va aujourd'hui dans ton quotidien? Alors là, mon quotidien, il est très varié sur une journée. J'imagine. Hem,
Non, mais alors moi, si je peux donner un conseil, c'est quand on est CEO, faut pas sous-estimer la part de l'humain et du management de l'humain. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, pour moi, le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes, des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui vont dans la même direction. Donc il y a un travail d'alignement, un travail de communication, un travail de management. Pour moi, le capital humain d'une entreprise est très important pour réussir. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, je dirais mon objectif aussi, c'est de faire en sorte que mes collaborateurs savent piloter, driver, on va dire leur quotidien en tenant compte du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une étape, on va dire, où il faut être résilient, il faut savoir s'adapter, s'ajuster, être en permanence dans l'adaptation dans un monde qui est incertain à tous les niveaux. À tous les niveaux, on est dans l'incertitude et donc je pense que mon rôle, c'est de les préparer à ça et de faire en sorte qu'ils sachent naviguer en tenant compte de cette incertitude, en tenant compte de toutes les crises qu'on peut avoir, que ce soit les guerres, que ce soit les changements politiques dans certains pays, que ce soit l'inflation, que ce soit les crises économiques. En fait, tout ça, ça affecte les entreprises. Et donc, je pense que les entreprises les plus résilientes, c'est celles qui sont capables de s'adapter, d'être résilientes voilà, de tenir compte, d'être à l'écoute en fait de tous ces indicateurs et de tous ces indices et d'être très agile en fait. C'est ça la force d'une boîte aujourd'hui, encore plus dans la tech. Ça va tellement vite. Le secteur du dating, par exemple, est en mutation. Il est en permanence challengé. Les tendances du dating changent tout le temps, les pratiques changent tout le temps, les célibataires Ça change tout le temps, ouais. sont divers et variés. Ils ont des besoins différents. Donc, en fait, l'entreprise est le reflet de cette société-là. Et donc, mon rôle, c'est de m'assurer que mes collaborateurs arrivent à naviguer en tenant compte de toutes ces incertitudes du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que Appen est une entreprise résiliente, c'est une entreprise rentable depuis 5 ans. C'est une entreprise qui est européenne et qui est vraiment présente dans le monde entier. C'est une grande fierté pour nous d'être une entreprise tech française au service de l'humain et en même temps présent dans le monde entier. C'est quand même, c'est très important aujourd'hui d'avoir des boîtes tech françaises, européennes qui sont qui sont capables d'être au rang mondial. On est dans le top 5 mondial des applications les plus populaires. Et donc, c'est la preuve aussi que les équipes sont capables de naviguer dans ce contexte très concurrentiel, qu'elles sont capables d'innover en permanence, de se challenger en permanence et d'être toujours au plus proche du besoin des utilisateurs. C'est ce qui a fait le succès d'Appen et on continue dans cette voie et mon rôle, c'est de les amener dans cette direction. Juste pour être certain, quand tu dis les top 5 des applications, on parle des applications de dating ou les applications globales, juste pour être certain? Non, les applications de rencontre. Un jour, ce sera les applications tout court. Ça serait incroyable, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais déjà, non, dans le top 5 des applications de rencontre. Aujourd'hui, on est à côté d'Américains d'applications asiatiques et on fait partie des applications mondiales, globales, qui est dans le top 5 mondial. Donc, on a quand même une entreprise européenne et française dans ce rang mondial et je trouve ça, je trouve que c'est important de le dire parce que c'est rare et ça montre aussi qu'on est capable d'être des entreprises innovantes qui comptent pour les célibataires. Et surtout, c'est une entreprise tech qui a une mission portée sur l'humain. Donc, on sous-estime beaucoup l'enjeu humain souvent quand on parle d'entreprise. Je pense que l'enjeu social, l'enjeu du lien humain est un très gros enjeu pour le futur et pour les générations qui arrivent. Donc, c'est notre rôle aussi de faire en sorte que les prochaines générations puissent se rencontrer dans un environnement safe, dans un environnement bienveillant et dans un environnement où ils sont contents de faire des rencontres s'ils peuvent pas les faire dans la vraie vie, qu'on soit là, nous, en tant que moyen technologique pour leur permettre de faire la bonne rencontre. Faut savoir quand même qu'on change la vie des gens. C'est pas rien. Quand vous faites une rencontre, vous changez la vie des gens. Donc, sans vouloir dénigrer d'autres secteurs, on ne vend pas des chaussettes. Nous, on change la vie des gens. Non, mais c'est vrai, c'est très important et c'est un enjeu sociétal très important. Donc, pour les générations futures, c'est vital. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la solitude, qui ont du mal à faire des rencontres qui leur conviennent. Donc,
En tout cas, nous, c'est ce qui nous drive, c'est la mission qu'on s'est fixée. Donc, on continue dans cette voie. Et quelle est la suite? Qu'est-ce qui vous attend? Parce que là, bon, une organisation internationale qui continue de croître. Quels sont vos objectifs pour les 12, 24, 36 prochains mois? Ah oh là, alors là, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup des objectifs. Non, pour les prochains mois, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que on va étudier évidemment le fait d'ouvrir des nouveaux marchés. Ça fait partie de la croissance naturelle de l'entreprise. Mais je pense que nous, notre enjeu, il va vraiment être autour de la mission. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a vraiment un challenge autour de l'efficacité des applications de rencontre. Et je pense que nous, on doit faire la preuve et on va faire la preuve, et c'est ce qu'on fait au quotidien, que l'expérience locale, ce qui est accessible, qui est autour de vous, finalement, c'est quelque chose qui est très accessible et il faut qu'on le développe encore. Donc, nous, dans nos projets, on a encore pas mal de projets autour de ça, de cette expérience locale qu'on va encore accentuer. Évidemment, la croissance internationale, c'est toujours notre ambition. Et si je devais caricaturer, j'aimerais bien que tout le monde ait Appen dans son téléphone portable dans le monde chaque fois que tu es célibataire, que tu penses à Appen, parce que finalement, c'est ton lien avec ta vraie vie. Donc, c'est ton compagnon finalement de tous les jours. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment voilà, de convaincre nos utilisateurs que oui, on peut utiliser une application de rencontre pour faire des rencontres, et que oui, notre mission, c'est de vous ramener dans la vraie vie, puisque tout a commencé dans la vraie vie et que tout doit terminer dans la vraie vie. Donc on va continuer voilà, à être toujours au plus proche de notre mission et à conquérir le monde, hein. On va faire d'Appen l'application numéro 1 en Europe, ça c'est sûr, et c'est vraiment notre ambition. Elle est très forte parce que je pense qu'il faut une alternative européenne. Je pense qu'il faut un acteur très fort européen, et je pense qu'on est vraiment la référence en la matière. Mais évidemment, sans oublier notre dimension internationale qu'on va continuer à développer. Fantastique. Peut-être des petites questions personnelles avant de te laisser filer, Karima. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent, consomment comme contenu. Est-ce qu'il y a certains livres d'affaires qui ont marqué ton imaginaire que tu pourrais partager avec notre audience? Oui, moi j'en lis pas mal des livres. Alors je suis pas très roman, je vous avoue que ça c'est pas trop mon truc. Mais par contre, j'aime bien lire des livres sur les expériences, les histoires, les scale-up, enfin les boîtes qui ont eu une success story. Donc moi, si je pouvais donner 3 bouquins qui m'ont marqué et que je trouve hyper intéressants, c'est La règle, c'est pas de règle de Netflix. Bien sûr. Euh, Excellent livre. Bah oui, excellent livre, parce que des fois, trop de process, tu le processes, trop de règles, tu les règles. Et donc, moi, j'ai adoré ce bouquin-là. Je trouve que c'est une super histoire et de super conseils. Et j'ai aussi eu le livre de Fred Mazzella sur la mission de Blablacar. Je trouve que c'est aussi une success story qui est aussi super intéressante à lire. Et puis Fred, il a vraiment un parcours incroyable, donc ça vaut le coup de le lire. Et puis j'ai aussi lu au moment, d'ailleurs, quand j'ai repris la présidence d'Appen, je m'intéressais beaucoup à la culture d'entreprise, parce que j'avais surtout envie que cette entreprise, elle me ressemble. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu ce qu'avait fait Alan. Donc, il y a un bouquin qui s'appelle La culture d'entreprise, Healthy Business, que j'aime beaucoup aussi, donc je conseille. Moi, j'ai que des lectures utiles, hein. Je suis pas très fleur bleue, donc On est pareil quand ici, c'est parfait. voilà, quand je prends du temps pour lire, j'aime bien apprendre des choses. Donc voilà, c'est de la lecture très utile. Fantastique. Et dis-moi, podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? J'en écoute de temps en temps avant de me coucher, ou quand je vais me coucher. Des fois, j'aime bien écouter certains podcasts. Alors moi, j'aime bien le podcast qui s'appelle C'est qui la bosse, de Mélodie Madar. Donc c'est la cofondatrice du média Les Éclaireuses, et elle invite souvent des femmes entrepreneuses, des femmes CEO qui viennent raconter un petit peu leur histoire, et je trouve que c'est sympa pour entendre des conseils et un petit peu s'inspirer de carrière des unes et des autres. Ça fait toujours du bien d'entendre d'autres femmes. Et il y a aussi les inspiratrices que j'aime beaucoup, parce que alors déjà j'aime bien sa voix douce. C'est un podcast de Leila Bazi. Et donc elle, c'est pas un podcast forcément lié à la tech ou femmes de la tech, c'est vraiment beaucoup plus ouvert à tous les secteurs, à toutes les femmes en fait qui ont osé un jour et qui viennent raconter leurs histoires. Et j'aime beaucoup l'écouter parce qu'elle a une voix très douce, et donc voilà, je trouve que c'est une femme d'influence, et elle invite d'autres femmes
à raconter leur parcours, à partager des expériences. Et donc, je trouve ça très apaisant de l'écouter. Voilà, Mmh. si je peux donner, je vais écouter le tien aussi maintenant. Ben, on va en avoir un bon ensemble, là. Celui-là, va falloir que tu le réécoutes. Il y a beaucoup de points assez intéressants. Et peut-être pour terminer, routine. Est-ce que tu as une routine précise avant, pendant et après le travail, Karima? Non, non, je déteste la routine. Je ne veux pas de Oh! routine. Donc tu fais Ah partie non, de je cette n'ai pas de catégorie. routine. Ah non, moi, chaque journée est différente. Il faut que chaque journée soit différente. Et non, au contraire, moi, j'aime bien. Mais de toute façon, moi, je suis une femme plurielle. Donc, je suis une Mmh. femme tout terrain. Je suis un couteau suisse. Et chaque journée doit être différente. Et je supporte pas la routine. Je peux pas. C'est contre ma nature. Peut-être le seul point on va dire que je m'impose et que j'exige, parce que effectivement, quand on est CEO, on n'a pas beaucoup de temps et donc on a on a un rythme très très dense. Mais par contre, il y a un point sur lequel je ne négocie pas, c'est d'amener tous les matins mes enfants à l'école. Et donc ça, j'y tiens en tant que maman, d'être toujours présente pour eux quand je les amène à l'école. Voilà, donc c'est quelque chose que je délèguerai pas, même si je pouvais. C'est un peu mon rituel du matin, on va dire. Voilà, c'est le plaisir de pouvoir emmener mes enfants à l'école. Et voilà, mais sinon tout le reste, il y a pas de routine. Ça change. Voilà, et je peux pas avoir quelque chose qui m'arrive toujours à la même heure. C'est pas possible. Intéressant. Karima, ça a été totalement fascinant, l'histoire de Happen, ton histoire également personnelle. Et pour les gens qui veulent tester votre application, pour les célibataires qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore testé Happen, on vous retrouve sur le App Store, meilleur endroit pour vous rejoindre, j'imagine. App Store et Google Store. Vous tapez Appen, H-A-2-P-N, et vous nous trouverez très facilement. Fantastique. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Karima, félicitations encore. C'est assez exceptionnel. On a beaucoup d'entreprises qui viennent sur le podcast, mais je le répète, des organisations qui arrivent à percer le marché du consommateur. C'est très rare, excessivement difficile parce que c'est vraiment des entreprises qui ont une prime au vainqueur. Il n'y a pas 50 joueurs qui sont capables de gagner le marché. Il y en a un, deux ou trois. Et quand on peut les avoir sur le podcast, c'est donc fantastique. Donc, je te remercie d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.